Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça aide vraiment le podcast à grandir. Notre invité de cet épisode est ergothérapeute dans les cliniques PCN à Québec. Elle accompagne ses patients à retourner au travail rapidement et à améliorer la qualité de leur vie. On discute de la profession d'ergothérapeute, de son parcours professionnel et aussi comment bien installer son bureau. Veuillez accueillir Andréane Gilbert. Andréane, Salut. bienvenue au podcast Santé Sport. Merci. Tu es ergothérapeute depuis quand même plusieurs années maintenant. 6? Ouais. C'est quoi que tu aimes le plus dans ta job? Je te dirais d'emblée le contact client. Ouais. Je pense que les gens qui me connaissent seraient d'accord pour dire qu'une de mes forces, c'est jaser, créer un lien avec mes patients. Fait que je vais dire client, en fait. Maintenant, il faut dire client. OK. Avec mes clients. Fait que je pense que c'est ce que j'aime le plus de mon travail, d'être capable d'être proche de mes clients, de les aider à évoluer, en fait, puis d'améliorer leur qualité de vie. De pas être seul dans ton bureau à longueur de journée. Puis... Non, ça serait pas possible. Je pense que je suis trop sociale pour ça. Je te comprends. Je parle souvent quand j'ai travaillé une session au ministère des Finances. Hein, puis une journée, j'ai pas parlé à personne pendant la COVID. J'ai envoyé 2 courriels, puis j'étais avec mon fichier Excel, puis j'ai fait ouais, non. Non, c'est fatigant quand même parler toute une journée, mais je pense que je suis quand même capable de parler même quand j'arrive chez nous le soir. Fait que j'ai besoin de jaser, là. Good. Comment tu deviens ergo? Ça a été quoi ton parcours à toi? Mon parcours plus académique? Mon parcours académique, j'ai fait mon cégep en sciences de la nature. Puis en ergo, c'est un bac maîtrise, dans le fond, qui est comme un continuum bac maîtrise à l'université. Fait que on fait le bac complet en ergothérapie, qui est 4 ans. 4 ans? Oui, c'est ça. 3 ans, en tout cas. Bref, total 4 ans et demi à peu près. Fait que un bac normal, puis avec le bac, mettons, on a notre diplôme de bac, mais on peut pas pratiquer comme ergothérapeute. Fait que la maîtrise doit absolument se faire. Puis c'est une maîtrise de shorté, là, dans le fond, qu'on fait en ligne après le bac, qui est obligatoire. Tu sais, tout le monde est inscrit d'emblée à la maîtrise si tu maintiens tes notes là, correctes. Là. Mais bref, c'est bac maîtrise pour avoir le diplôme puis pouvoir pratiquer. Fait que voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-tu une maîtrise théorique comme juste des cours ou t'as des stages? Est-ce que tu as une affaire de recherche? C'est vraiment une maîtrise professionnelle, là, dans le sens où on a encore des cours théoriques à ce moment-là. C'est vraiment le continuum du bac, mais on a notre stage final qui est une session complète, à peu près 12 semaines. Puis, on a l'option de faire recherche ou un profil différent. Là, moi, j'étais au profil entrepreneurial, fait que j'ai pas fait de recherche. J'ai fait un projet entrepreneurial à ce moment-là. Ça a été quoi? C'était un projet en pédiatrie avec... on va ailleurs complètement de ce que je fais aujourd'hui. C'était un projet d'un organisme communautaire là, en pédiatrie avec le Centre de pédiatrie sociale qui n'a pas vu jour finalement, là, mais on avait tout fait monter le projet, ma collègue et moi. Tu peux faire de l'ergo avec les jeunes. Yes! OK. Je pense que je vais la garder pour tantôt. On fait de l'ergo avec tout le monde. Mais comment t'as choisi le bac en ergo? C'est rare que quelqu'un au cégep dit « Hey, je vais devenir ergo » à part si les parents sont là-dedans. Là. Ouais. C'est exactement pas ça qui s'est passé. C'est une multitude de choses qui se sont mises sur mon parcours, en fait, là, sur mon chemin, puis ça m'a amené là. Je savais possiblement que je voulais travailler en santé de par mon choix de sciences naturelles au cégep pour m'ouvrir un peu de porte. Mais venait l'inscription à l'université, puis j'étais toujours pas décidée ce que j'allais faire. Fait que j'ai comme créé par moi-même avec des contacts, des visites de jobs, là, différentes professions. J'étais allée en pharmacie, j'étais allée en ergo, voir la tante d'une de mes amies qui est ergothérapeute dans le réseau public. Puis j'ai juste eu un coup de cœur pour cette profession-là, de par le fait que c'est super... en fait, le contact client, l'objectif de l'ergo, les interventions que j'ai vues qu'elle a fait, puis quelque chose qui était un peu méconnu, justement, à ce moment-là. Fait que ça m'a comme vraiment... ça m'a vraiment parlé, puis j'étais comme « Hey, go! Je m'inscris en ergo. » Puis ça a été ça. J'ai été comme... pris une chance, en fait, là. Puis je suis rentrée en ergo. Ben, je pense pas que tu as pris une chance avec tous les étudiants d'un jour, là, professionnels d'un jour que tu as fait. T'sais, moi, je l'ai fait au cégep. Moi, j'avais pas fait ça. Puis, pour vrai, là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, là,
La meilleure chose que vous pouvez faire, là, c'est faire des étudiants ou des professions d'une journée. Vraiment. J'avais fait un étudiant d'un jour. Je savais pas, moi aussi, qu'en secondaire 5, en secondaire 5, j'avais aucune espèce d'idée où c'est que je voulais aller. Non. Fait que j'ai fait un étudiant d'un jour à Sainte-Foy, en sciences nat. OK. Étudiant d'un jour à Saint-Lô, en sciences humaines, profil psycho. Puis j'ai fait étudiant d'un jour en techpo à Garneau. Oh mon Dieu, quand même, hein? Fait que j'ai pu. Tu sais, j'avais fait un choix logique, comme essayer les 3 cégeps, Ouais. 3 programmes différents parce que je savais pas dans lequel je voulais aller. J'avais eu un cours d'intégral à Sainte-Foy. Oh mon Dieu. Tu sais, je suis bon à Pas maths, des là. si bons souvenirs, Mais, tu sais, puis Cavé a dit, ah là, regarde, demande-moi pas pourquoi c'est ça, mais fais-le. ça. Super. Comme, OK. Saint-Lô, j'avais tellement aimé la vibe générale de l'école. Ça, finalement, j'ai décidé d'aller à Saint-Lô à cause de la vibe de l'école. Mais j'étais allé en admin. J'étais allé en langue. Fait que, tu sais, j'avais même pas fait ça Ouais, en c'est plus. ça. Fait que, tu sais, ça te permet de vraiment mettre les pieds dedans. D'un point de vue financier, mon côté, ça réduit ton risque. Là. Oui, exact. Assurément. Puis, tu sais, moi, j'avais pas fait ça avant. Au cégep, je sais qu'il y avait l'opportunité, mais tu sais, je l'avais pas faite. Puis là, j'étais tellement pas décidée. Puis justement, j'ai fait mes sciences nat pour m'ouvrir des portes. Mais tu sais, finalement, en sciences nat, ça t'aide pas en tout à décider qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Là, tu sais, fait que c'est ça. C'est vraiment en allant voir différentes professions. Puis tu sais, j'en ai pas fait tant que ça, mais 2, 3. Là, puis j'avais vraiment, vraiment trippé. Elle était en ergo, en neuro à l'Enfant Jésus. Fait que, bref, j'avais passé la journée avec elle, on avait full jasé. J'avais comme compris c'était quoi l'ergo qui était une profession. Fouille-moi pourquoi j'ai su que ça existait pour aller la voir. Là. Sûrement que j'en ai entendu parler par mon ami. Puis c'est ça. Fait que j'ai choisi ça, puis je suis restée là-dedans pour faire toutes mes études finalement. Pas changé en cours de route. La question qui tue, c'est quoi l'ergo? Puis là, je vais être franc avec tout le monde. Là. Moi, j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi l'ergo. C'est parfait. C'est la majorité des gens que je rencontre, dans le fond. Je me dis toujours que c'est de plus en plus connu. Il y en a de plus en plus dans les cliniques. Il y en a beaucoup dans le réseau de la santé publique depuis très longtemps, en fait. Mais je pense que ça reste quelque chose qui est encore pas tant connu, finalement, parce que je me répète chaque jour. Fait que ça me fait plaisir de pouvoir l'expliquer aujourd'hui, mais ça me fait toujours rire, cette question-là, parce que oui, c'est la question qui tue. Puis, je te l'ai dit un peu plus tôt tantôt, mais à l'université, ils nous avaient dit ça. Ils nous avaient dit... Vous allez vous faire poser la question, c'est quoi l'ergothérapie toute votre vie? Puis c'est vraiment vrai. Puis ils nous avaient aussi dit, peut-être que même vous autres, à un moment donné, vous allez trouver ça difficile de l'expliquer parce que c'est tellement large, l'ergo, c'est tellement de choses qu'ils nous avaient dit, préparez-vous, tu sais, puis à un moment donné, vous allez être meilleur pour l'expliquer. Je pense que je suis rendue pas pire après 6 ans de pratique, mais ce que je dis d'emblée à quelqu'un qui veut savoir c'est quoi l'ergothérapie, bien, premièrement, c'est une profession de la santé. Une profession de réadaptation, bien sûr. Okay. Puis, je dis toujours, l'ergothérapeute, c'est le spécialiste de l'occupation et de l'analyse d'activité. On part de là. OK. L'objectif de l'ergo est le même dans tous les milieux. Parce que oui, il y a des ergothérapeutes dans beaucoup de milieux avec des clientèles tout à fait différentes, de bébés à personnes âgées, là, comme je te l'ai appris tantôt. Fait que dans tous les milieux, ça peut paraître comme si un ergo ne fait pas la même chose. T'sais, l'ergo ne va pas faire la même chose en termes d'intervention, en termes de moyens pour atteindre les objectifs. Mais ce que j'aime expliquer aux gens, quand je dis que c'est le spécialiste de l'occupation, ben, l'objectif de l'ergo, puis son rôle, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens en les aidant à s'investir dans les occupations et les activités qui leur sont significatives. Puis là, quand on parle d'occupation, on peut parler d'activités de loisirs, on peut parler des rôles du quotidien comme parents, comme travailleurs. On peut parler d'activités d'entretenir son domicile, par exemple. Fait que, tu sais, l'objectif de l'ergo, c'est juste de rendre les gens autonomes ou de maintenir leur autonomie pour qu'ils soient capables de réaliser les choses qui leur sont significatives, là, fait qui leur tiennent à cœur. Puis, c'est ça que je dis d'emblée. Sans trop de douleur, dans le fond? Et c'est qu'on parle... Ben oui, on va parler de douleur, mais ça dépend vraiment. Tu sais, moi, dans mon milieu, je vais voir des gens, puis là, on en parlera peut-être plus tard, mais vraiment musculo-squelettiques. Fait que oui, de la douleur, des blessures. Mais tu sais, ça peut être toutes sortes de déficiences. Là. En ergo, il y a des ergos, comme je t'ai dit tantôt, en pédiatrie, mais c'est pas quelqu'un qui a mal nécessairement. Tu sais, un enfant TDAH, un enfant qui a des déficits sensoriels, par exemple, ben tu sais, l'ergothérapeute va être là pour l'aider à être capable de réaliser son rôle d'être enfant, qui est de jouer, d'aller à la garderie, d'aller à l'école,
malgré les problématiques qu'ils rencontrent ou les difficultés qu'ils rencontrent. Fait que là, on va faire des thérapies pour pratiquer la motricité fine, on va désensibiliser à différentes textures, pour que l'enfant soit capable de s'accomplir dans son rôle. Mais il n'y a pas de douleur là-dedans. Là, on parle pas de douleur nécessairement. Mettons un enfant qui a une hypersensibilité au son. Souvent, je pense que c'est plus dans les TSA. Là. Ouais. Là, j'ai pas travaillé... J'ai fait mon stage final en pédiatrie, mais j'ai pas travaillé tant avec les enfants. Fait que je vais essayer de te répondre, mais... Okay, bon, on peut mettre un adulte, là. Un adulte qui a vraiment une hypersensibilité au niveau du son. Ouais. Puis qui veut pouvoir faire son quotidien, aller dans des places, ça a l'air bizarre, mais bruyantes, Ouais. parce que ses amis sont là. Il veut sortir au bar. Il veut sortir au bar avec ses amis, puis être dans un contexte social, puis pas être isolé tout seul chez lui. Mettre des bouchons, est-ce que ça serait comme une technique de travail, un outil que vous pourriez utiliser pour qu'il soit capable de faire ses activités? Je vais te dire oui, mais je vais aussi te dire, en fait, c'est pas une clientèle que j'ai nécessairement. Là, j'ai pas travaillé dans ce sens-là nécessairement, sauf, moi, je vois une clientèle commotion cérébrale. Fait qu'il y a souvent, des fois, des hypersensibilités ou des réactions au bruit, mettons, dans cette situation-là. Mais je vois pas de gens hypersensibles, mettons, moi, dans mon métier présentement. Mais je vais te dire oui parce que l'objectif de l'ergo, c'est que les gens soient capables de faire leurs choses. Fait que ça veut pas dire qu'on va réussir à régler la problématique. Si c'est une hypersensibilité au son qui va être là puis qui va toujours être là, on va trouver des moyens compensatoires. On va adapter pour que la personne soit capable de le faire. Fait que je sais pas si un bouchon, c'est quelque chose qu'un ergo ferait nécessairement, mais je pense que ça pourrait être, moi, dans des cas de commotion, ça m'est arrivé de dire aux gens, pour t'exposer tranquillement, pour diminuer un petit peu, vas-y à ton spectacle, mets des bouchons, calme ça un petit peu, sors prendre une pause, retourne-y. On est dans une exposition qui est un peu progressive, mais on va vouloir que la personne se réintègre dans ses activités pour être capable de finalement le faire. Là, t'as un gars devant toi qui a fait des commotions. Là. Ouais. Avoir su qu'un ergo aurait pu aider, là. Ouais. Je pense que ça aurait changé ma vie. Quand même, je pense que mes collègues diraient possiblement la même chose parce qu'avant, il n'y avait pas d'ergo dans la clinique où je travaille. Puis c'était les physios qui géraient ça. Puis c'est encore les physios qui gèrent la commotion là, dès le départ, là, en première ligne, je veux dire. Mm. Mais souvent, je pense qu'on rajoute le côté vraiment gestion de l'énergie, gestion de la reprise des activités. Fait qu'au lieu d'aller dans la symptomologie directement, on va gérer vraiment le quotidien avec le patient, par exemple, pour que ça aille mieux et qu'on soit capable de reprendre. C'est le fun parce que c'est pas dans le script du tout de l'épisode, mais je pense que j'en ai jamais parlé. J'ai peut-être déjà parlé sur le podcast que j'ai fait une commotion, là, ce qui m'a fait arrêter le sport. Mais mes symptômes, moi, ils me faisaient vraiment chier parce que c'était de la somnolence. Mm-hmm. Tu sais, quand tu fais de la somnolence pendant 3 semaines, là, pour ceux à la maison qui ne savent pas trop, tu as le goût de dormir, mais tu dors pas. Mm. Mais comme toute la journée, j'ai juste le goût de dormir. Là. Puis là, commotion. Tous ceux-là qui ont déjà une commotion vont savoir connaître le protocole. Pas rien de concentration, pas trop de bruit, pas trop de lumière. Si tu dis « Ah, je vais lire dans le noir ou avec une petite lumière tamisée », tu vas te forcer les yeux. Fait que là, tu fais pas trop de ça. OK, t'écoutes pas la télé. Ouais, mais tu fais quoi? En fait, je pense que je vais défaire tout ce que tu viens de dire. Puis je veux pas m'avancer tant que ça dans la commotion parce que je considère pas que j'ai une expertise particulière, mais j'en vois quand même beaucoup. Mais j'ai une clientèle assez nichée, disons, fait que je vais pas m'élargir, mais ça a énormément changé, la commotion. Puis il y a beaucoup moins dans les études de preuves, en fait, qui démontrent qu'on doit, après une commotion, rien faire, être dans le noir, pas faire d'écran, se reposer. T'sais, on est tout à l'inverse de ça. Maintenant, on est plus à s'exposer progressivement. Parce que ce que je dirais, c'est que souvent, ce qui fait que les symptômes vont persister dans le temps, c'est plus le fait qu'on s'est pas exposé, qu'on a comme créé un stress au corps, que la prochaine fois que je vais m'exposer, c'est dangereux. Fait que le système va réagir parce qu'on va s'être trop... on va avoir trop évité, en fait. Fait que là, je rentre pas dans plus de détails nécessairement, mais c'est ça. Ça l'a vraiment changé. Fait que maintenant, pas au jour 1, là, mais assez rapidement, les gens vont être ça va leur, tranquillement, pas vite. Ça va leur être demandé de, se réexposer tranquillement, pas vite à activité, là, recommencer la marche, pas fermer les lumières partout dans la maison, s'exposer tranquillement. Parce que si tu fermes tes lumières pendant 1 semaine, le jour où tu vas les allumer, c'est sûr que ça va pas bien se passer. Puis que ton corps va réagir, puis tes symptômes vont être dans le tapis.
Fait que, ouais, ça l'a beaucoup changé. Puis moi, mon rôle, c'est beaucoup d'accompagner les gens là-dedans à démystifier un peu ça, comprendre c'est quoi la commotion pour diminuer les stress, parce que le stress a un impact très, très grand sur les symptômes. Puis gérer le quotidien, parce que pourquoi peut-être pendant 2-3 semaines, t'es somnolent puis t'es fatigué, ça se peut que t'aies pas bien géré aussi la quantité d'efforts que t'as donné à ton corps, le stress que ton corps a vécu par les tâches que t'as faites au quotidien ou par les expositions que t'as faites à peu importe quoi, là, ton cellulaire ou l'écran, qui a fait que ton corps était toujours surchargé. Puis que finalement, c'est ce qui faisait que les symptômes persistaient. Là. Fait que c'est un peu là-dedans qu'on est dans mon rôle en ergo en commotion. Ouais. Puis mettons, il y a un auditeur auditrice qui a fait une commotion. Mettons, on ne le souhaite pas, là, fait une commotion au courant de l'hiver. Ouais. À partir de quand l'ergo devrait rentrer dans le processus? Mettons, là, OK, j'ai le choc, je m'en vais chez le physio ou le neurologue. C'est quand après ça que c'est comme, il faudrait que peut-être j'aille voir un ergo? C'est vraiment difficile à dire. En fait, ce que je dirais, c'est que d'emblée, les gens devraient aller voir un physio rapidement. Tu sais, souvent, les médecins même, tu sais, ont de la difficulté à diagnostiquer les commotions ou, tu sais, où c'est diagnostiqué, mais sur des bases de critères qui sont plus nécessairement ceux que les physios utilisent nécessairement. Puis, moi, je dirais, tu sais, dès qu'on pense ou qu'on fait une commotion, le physio, c'est la personne de première ligne à aller voir qui va vraiment guider, démystifier, puis comme starter la réadaptation. J'ai pas de temps précis parce que, honnêtement, j'en fais pas tant que ça de cas... plus sportif. Ouais, plus sportif, privé, encore. Je travaille dans une clinique commotion, fait que c'est quelque chose qui est toujours en développement, mais je dirais que c'est beaucoup au physio, présentement, moi, dans ma pratique, de démystifier un petit peu si, après, mettons, je vais dire 4 semaines, là, si il y a encore des symptômes qui persistent, si on voit qu'il y a un contexte biopsychosocial qui pourrait nuire, que ce soit du stress, que ce soit peu importe, bien là, ça va souvent allumer une petite cloche au physio pour me le référer en ergo, pour que justement j'embarque, puis que là, moi, je prenne un peu le lead sur la gestion d'énergie, la gestion du stress, puis que le physio continue à traiter possiblement tout ce qui vient avec, là, le coup, puis les symptômes là, plus liés à la commotion. Mais j'aurais pas de réponse très, très spécifique là, pour ça. C'est bien correct. Au niveau, t'en as parlé un peu, là, la différence entre ergo-physio, je pense que quand même clair. Ouais, toi, t'es plus en réadap. Ouais, bien les deux, on est dans la réadaptation physique. On travaille vraiment en collaboration, le physio puis l'ergo. Puis ce que je dis toujours, puis mes collègues trouveraient ça bien drôle parce qu'ils sont rendus à utiliser cette analogie-là maintenant. C'est que moi, j'utilise tout le temps l'analogie. Voyons, vas-tu être capable de le dire? L'analogie du garage automobile. OK? Fait que je dis tout le temps que le physio, c'est le mécanicien. Dans un contexte, mettons, musculo-squelettique d'une blessure, le physio, il est là pour réparer, diagnostiquer, réparer, s'assurer que ton épaule blessée reprenne ce qu'une épaule doit reprendre, la force de la mobilité. Fait qu'on veut réparer un peu plus l'épaule. Puis, moi, je vais faire le test sur la route. Fait qu'une fois que le physio est dans le dossier, il diagnostique, fait la réparation, moi, l'ergo, j'embarque puis je viens plus tester les capacités. Fait que ça, c'est l'analogie que j'aime beaucoup utiliser avec mes clients, en fait. Là. Dès que j'explique l'ergothérapie, je le répète à tout le monde parce que je trouve que c'est vraiment une image qui parle bien de la collaboration qu'on fait ensemble. Garagiste va changer les breaks. Toi, tu vas aller tester, voir si les breaks. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, la collaboration qu'on a ergo-physio ensemble. Dans le contexte où je travaille, là, particulièrement, mais je pense que ça reflète bien la différence entre les deux professionnels quand même. Là. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et il vous offre aussi le prix famille et amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix famille et amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Tantôt, quand tu as décrit, donner une définition. Ouais, on est comme parti sur autre chose, là, mais ouais.
tu mentionnais que c'est comme un professionnel un peu du mouvement. Non, c'est pas De du l'occupation. mouvement. De l'occupation. Ouais. Les kinés, les kinésiologues, Ouais. eux, sont comme professionnels de l'exercice puis des efforts, des systèmes énergétiques, là, qu'on pourrait dire. C'est quoi la différence entre un kiné et un ergo? Dans ce C'est sens-là. une bonne question. Je compare souvent plus physio-ergo, mais le kinésiologue, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans les exercices, justement, les plans, les programmes d'entraînement, de réentraînement, d'athlétisation, de remise en forme, par exemple. Tu sais, on est moins axé sur un diagnostic ou une blessure, ou tu sais, on va être plus globalement dans... C'est ça, prescrire un programme, des exercices pour que la personne reprenne la forme globale. Tu sais, aussi, tout ce qui est habitude de vie. Pour moi, les kin, ils ont quand même une base un peu en nutrition, un peu pour vraiment accompagner les gens en prévention de santé aussi. Fait que je trouve que c'est un volet un peu différent qui peut venir compléter notre approche, mais c'est moins... tu sais, le physio va travailler spécifiquement, mettons, en exercice sur la zone qui est blessée, par exemple. Moi, je vais travailler plus fonctionnellement, fait qu'on va mettre en action dans des situations de travail ou des simulations de tâches pour vraiment recréer des choses du quotidien pour que la personne soit capable de refaire et reprendre ses activités. Puis là, je travaille pas dans ce... On a un kin dans la clinique, mais je travaille pas dans le contexte multidisciplinaire encore nécessairement. C'est assez nouveau. Mais je pense que le kin pourrait apporter le côté plus... remise en forme globale, gestion de la santé, parce que ça peut aider dans une réadaptation de blessure. Ouais, parce que pendant que tu l'expliquais, l'idée que je voyais, là, c'était du circuit d'un patient. Ouais. Il va aller voir le physio. Le physio va traiter la blessure aiguë, donner des exercices de renforcement un peu plus spécifiques. Le kiné pourrait... Si le physio n'est pas un spécialiste de la réadap, musculo-squelettique, on pourrait dire, le kiné pourrait faire le programme de... Ben, le physio, c'est quand même un spécialiste de réadap en musculo-squelettique pour moi. Mais il est outillé à faire un plan d'exercice. Puis là, je parle pour mes collègues, là, dans le sens où ce serait peut-être pas ce qu'ils nous diraient ici, là, mais ils sont outillés à faire un plan d'exercice plus spécifique. Ils connaissent très bien les pathologies, les blessures. Peut-être qu'ils vont moins... En fait, ils vont pas donner des programmes d'exercice globaux, là. Ça va être très spécifique. Puis pour moi, le kin, ben, c'est un peu l'inverse. C'est qu'il va peut-être être moins en connaissance des pathologies, des différentes blessures, mais vraiment en connaissance du corps humain, de ce qui est bon, des programmes de renforcement musculaire ou un programme guidé sur les bonnes habitudes de vie. C'est ça, pour reprendre plus... Et moi, je le vois beaucoup en prévention, mais je pense que dans une réadap, c'est super bon parce que j'ai en tête des patients que je me dis, ben oui, on travaille la blessure spécifiquement, mais ça vient souvent avec un déconditionnement, avec de la sédentarité. Ben, ça, un kin pour réactiver globalement, progressivement, ben ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant en complémentarité. Là. OK. Puis toi, après ça serait l'ergo arriverait puis s'assurait qu'il soit en mesure de faire sa job ou ses occupations. Oui, mais encore une fois, ça dépend vraiment du contexte. Comme je disais tantôt, les ergos travaillent dans différents contextes. Ils travaillent dans d'autres milieux avec des kins, possiblement, puis c'est peut-être différent. Moi, je travaille vraiment en clinique privée, fait que c'est vraiment de la réadaptation physique, blessure musculo-squelettique globalement. Fait que, tu sais, j'arrive... Ben là, présentement, comme je disais tantôt, dans mon approche, présentement, on n'a pas vraiment de kin dans nos cliniques, là, tu sais. Fait qu'il y en a quelques-uns qui font plus des consultations là, pour des programmes d'exercice, tout ça. Mais moi, dans mes dossiers, je travaille pas vraiment avec des kins. Fait que je travaille vraiment avec les physios. Puis j'arrive un petit peu plus tard dans le dossier qu'en aigu pour faire de la réadaptation plus fonctionnelle. Fait que oui, je vais tester plus les gens pour qu'ils reprennent leurs activités, leur travail, précisément, moi, dans mon contexte d'emploi. On est vraiment en réadaptation socio-professionnelle. Fait que je vais simuler des tâches, je vais m'assurer qu'ils reprennent leur mouvement en physio, par exemple, leur amplitude d'épaule, on va dire. Bien, moi, je vais travailler quand même à ce qu'ils reprennent son amplitude, mais je vais le travailler dans des contextes fonctionnels. Fait que tu as quelle amplitude tu as besoin pour faire ton travail? OK, bien, on va aller monter une charge en hauteur pour te pratiquer à faire quelque chose que tu fais dans ton travail, par exemple.
Mais là, c'est très spécifique, là, mais on skip des étapes peut-être. J'ai là. en tête là, notre mécano de Oui. tantôt. Là. Ouais. Je le vois changer les pneus d'hiver. Là, quand... Ben, j'ai des pneus dans la clinique, là. Pas vrai? Oui. C'était ça ma question. Oui. Avec des ratchets. Non. Ok. J'ai juste un pneu, là. Ok. Après ça, il faut être créatif un peu. OK. Mais ouais, j'ai beaucoup... En ergo, c'est ça. J'ai énormément de matériel fonctionnel. Là. Tu sais, je travaille avec des poids, des boîtes de lait, des... Il y a plein d'affaires, là. Mais oui, j'ai un pneu. Non, on n'est pas dans la clinique, j'ai là. Une poupée, j'ai Une poupée pesante, genre? Non, je la foule de poids, là. Elle a un petit petit chandail, peu. puis j'y rentre des poids là-dedans. Mais tu sais, c'est vraiment être créatif, là, dans le sens où mon but, c'est de recréer des contextes pour le patient qui sont fonctionnels, qui représentent des choses qu'ils font pour les réexposer tranquillement, pour reprendre leur capacité. Fait qu'on passe par l'activité pour récupérer, là. Fait que la poupée, c'est genre pour une éducatrice en garderie, mettons. Genre où j'ai déjà une infirmière en néonatalité, par exemple. T'sais, fait que c'est pas l'outil que je travaille le plus avec. Là, je dirais que mes caisses de lait sont pas mal plus utiles parce que, bon, des charges, on en fait tous dans notre quotidien. Fait que ça, je vais le faire avec presque tout le monde, par exemple. Mais, ouais, j'ai un pneu, j'ai plein d'affaires. J'ai une corde à linge accrochée au mur. C'est ça, là. Les gens arrivent dans mon coin en ergo puis sont comme, hey, c'est bizarre. Ouais, vous allez voir plein d'affaires bizarres, mais on va s'amuser. Une corde à linge parce que tu as les Travail bras en hauteur, exact. en hauteur, même si c'est léger, tu peux être vraiment en extension. Exact. Fait que là, on va travailler la mobilité. J'ai différentes hauteurs, par exemple. Fait que là, on va travailler à gagner de la mobilité. Cordes à linge? Ouais, ils sont placés en zigzag. Mais, ouais, travailler à gagner de la mobilité, mais on va aller juste de niveau de plus en plus haut. Puis sinon, je peux faire maintenir les bras dans les airs si quelqu'un doit... je sais pas, on pense à un électricien qui va travailler beaucoup les bras dans les airs ou on pense à... ça me vient pas, là, mais tu sais, j'ai vu tellement de métiers passer qu'au fil du temps, tu sais, je m'équipe aussi ou sinon, j'essaie d'être créative avec ce que j'ai pour simuler des choses. J'ai une corde de navire là, pour simuler des trucs de bateau parce que j'ai déjà eu des matelots. Tu sais, c'est très, très, très varié, là. Là, Ouais. si vous voyez ma face, là, je capote parce que, genre, je l'ai dit au début, je connais rien Non, là, c'est ça. sur Puis là, l'ergo. je te parle beaucoup de moi, ma job, là, tu sais, que... Mais c'est ça. L'ergo, c'est très, très, très vague, là. Fait que je pense que c'est pour ça aussi, dans ma définition tantôt, je disais, c'est ce que j'aime dire aux gens, tu sais, que c'est le spécialiste de l'occupation puis que l'analyse d'activité, parce que notre rôle, c'est d'aider les gens à reprendre leurs activités, les activités qui leur sont significatives puis être autonomes là-dedans. Mais c'est pour ça que je disais, c'est dans tous les milieux, dans tous les âges. Puis les gens, ils savent pas c'est quoi l'ergo parce que ça n'a pas l'air de faire la même affaire, un ergo, dans tous les milieux. Tu sais, là, moi, je te parle de ma pratique en réadaptation socio-professionnelle. On est très... tu sais, on travaille sur des blessures musculo-squelettiques, mais on peut penser à l'ergo qui est en pédiatrie, comme on parlait tantôt. Bien là, ça va être tout autre chose. On va faire des bricolages. On va travailler en jeu de société pour aller développer certaines capacités d'organisation ou certaines... c'est la dextérité fine, par exemple, où on va aller visiter en école ou en garderie pour mettre en place des stratégies d'adaptation, comme on parlait tantôt, pour que l'élève ou l'enfant soit capable d'être présent puis d'accomplir son rôle. Fait que, tu sais, ça n'a pas l'air d'être la même job si tu me regardes, moi, en clinique privée, puis l'ergo à l'école ou l'ergo en CLSC, par exemple, qui va faire des visites à domicile chez les gens. Bref, c'est ça. C'est très, 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 très vague. Puis, ouais, je pense que ma prochaine question. Ouais. Tu as mentionné que tu avais fait comme un professionnel d'un jour en ergo, En neurologie. neuro. Ouais. C'est go! Ouais. Ben là, ça, c'est un autre milieu. Dans le fond, dans les hôpitaux, tu sais, comme... je pense pas que j'ai dit plus tôt, mais en clinique privée, tu sais, là, il y en a de plus en plus des ergos, mais avant, c'était un peu moins connu. C'était des cliniques de physio, généralement. Là, il y a des ergos un peu plus au privé, mais dans le réseau public, il y a des ergos dans presque tous les milieux et presque tous les départements depuis... Là, peut-être que je m'avance, mais en tout cas, depuis quand même longtemps. Tu sais, quand je disais reprendre les activités, ça part de la base en neuro, par exemple, après un AVC. Si j'ai une paresthésie d'un côté ou que je suis plus capable d'utiliser un côté de mon corps, ben il faut que je réapprenne à utiliser mes ustensiles pour manger. Il faut que je réapprenne à me laver. Il faut que je réapprenne à entretenir mon domicile si je peux retourner à domicile. Fait que c'est l'ergo, ça, qui va être là pour aider la personne à soit reprendre des capacités ou soit trouver des adaptations pour être capable d'être fonctionnel puis d'accomplir les tâches de base de ma vie, par exemple. Ouais, ça me fait penser... là, on va aller loin. Là. Le film... Ah, je me rappelle plus c'est quoi. De la surfeuse là, qui se fait manger un bras. Là. Ah oui. C'est une histoire vraie, là. Pas un requin. Ouais. Puis il y a une scène dans le film qui m'a vraiment marqué. Puis c'est là qu'on se rend compte que comme nos deux mains sont comme vraiment utiles. Mm-hmm.
après son accident, dans le film, a essayé de couper une tomate. A essayé de couper une tomate à une main. Tu sais, t'as un couteau là, dans une main. Là. Puis là, quand tu t'as parlé de l'AVC, l'oncle à mon père a fait un AVC il y a plusieurs années. Puis lui, c'était, je pense, tout le côté gauche ou tout le côté droit, là, au complet. Là. Mm-hmm. Qui n'a pas récupéré, mettons. Ouais, c'est ça. Puis, ça fait quand même longtemps, là, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Pas récupéré. Puis là, quand tu t'en parlais, en neuro, quelqu'un a un AVC, j'ai eu tout ça, ce flash-là. OK, ouais. T'as un AVC très... Oui, t'as 2 mains, mais t'en as une de fonctionnelle. Mm-hmm. Comment tu t'adaptes dans ton quotidien? C'est ça le rôle de l'ergo. Tu sais, moi, j'ai commencé ma pratique en milieu privé, là. Fait que, tu sais, j'ai pas vu cette clientèle-là nécessairement. Oui, j'ai fait des stages et tout, mais tu sais, c'est pas mon expertise. Mais ce que je peux dire, c'est que, tu sais, l'ergo va être là, va faire des tests. Tu sais, par exemple, quand ça vient d'arriver, là, souvent les gens sont à l'hôpital, après ça, ils peuvent être vus en externe, mais tu sais, il y a toujours un ergo qui va être là avec les autres professionnels, bien sûr, pour faire des tests, être là pendant que la personne mange, pour voir comment elle se débrouille. On peut-tu essayer d'utiliser des trucs qui sont grossis, quelque chose pour stabiliser. Il y a beaucoup d'aides techniques qui existent pour, on va dire, compenser quand on a des difficultés ou quand il nous manque, quand on ne peut pas utiliser une partie de notre corps. Fait que ça fait beaucoup partie de l'ergo de trouver des adaptations pour être capable d'accomplir les tâches du quotidien. Après, il y a des gens qui vont s'améliorer, qui vont gagner aussi puis qui vont récupérer finalement. Bien, à travers le processus, l'ergo va être là pour évaluer comment c'est fait. Y a-t-il une autre façon qu'on peut le faire? Mais c'est ça, là, je m'y connais un peu moins, là, mais dans tous les contextes, là, on parlait d'hôpital, mettons, en neuro très spécifiquement, mais dans tous les contextes, il y a des ergos. Il y en a en déficience visuelle, par exemple. Ça peut être de naissance, ça peut venir en cours de route, mais il y a des ergos en déficience visuelle pour aider les gens à être fonctionnels malgré leur déficience visuelle. T'sais. Dans le quotidien, on va avoir besoin d'adaptation, on va avoir besoin d'apprendre certaines choses. Fait qu'il y a des ergos un peu partout. C'est comme c'est ça. C'est un peu méconnu, mais je pense que c'est une profession très, très présente malgré tout, puis très, très nécessaire, en fait, pour que les gens soient autonomes et fonctionnels. Si jamais il y a une prothèse à être impliquée, prothèse, là, je parle, mettons, pas un exosquelette, là, mais quelqu'un qui... Il y a eu un accident de travail, mettons, il perd à moitié de son avant-bras. Mm-hmm. Puis là, avec ce que tu dis, ben, j'en comprends que l'ergo pourrait essayer de trouver un aide, mettons, à comment utiliser juste une main là, dans ses activités possiblement que là, il y aurait quand même... Puis là... Je m'y connais vraiment moins, là, par exemple. Mais tu sais, en fait, mais vas-y dans ta question, mais je suis pas sûre que je vais être capable de... Est-ce que c'est sûr que quelqu'un qui perd un avant-bras va être à l'hôpital, normalement? Oui, c'est ça. Puis il va être suivi par les beaucoup de professionnels. Possiblement qu'il va avoir un ergothérapeute à un moment donné, mais c'est pas l'ergo qui gère la prothèse. Là. OK. Mais si un besoin est là, parce que malgré la prothèse ou peu importe, ben il y a des difficultés dans le quotidien juste pour, on va dire, attacher un soutien-gorge ou faire de la cuisine, ben ça se peut que l'ergo soit là pour accompagner la personne, développer des stratégies pour qu'elle soit fonctionnelle. Okay. En fait, possiblement que l'ergo va être là. OK, ouais. Okay. C'est vrai. Ça faisait une couple de questions que j'avais de surplus. Là, ouais, c'est ça, c'est pas grave. On revient sur la track. Là, là, je rentre dans ta salle. Là. Il y a 50 millions de patentes à gosse. Ouais, ça va être dans le gym, dans le fond. Là, ouais. C'est quoi les conditions, mettons, médicales? Là? Mettons, il y a quelqu'un qui dit « Ah, je suis allé chez le physio, puis le physio m'a dit que j'avais telle affaire. » Puis c'est une clinique de physio qui n'est pas PCN, fait qu'ils n'ont pas d'ergo chez eux. Ouais. Puis ils n'ont pas le réflexe de référer vers des ergos. C'est quoi le genre pas de symptômes, mais de conditions que souvent quelqu'un va consulter? Toi, tu es dans les travaux, là, les accidents de travail? Oui, dans le fond, c'est ça que j'allais dire. T'sais, moi, je vais peut-être parler un peu plus de mon contexte de pratique. Je travaille, comme tu as dit, chez PCN, dans une clinique privée de physio à la base, maintenant avec de l'ergothérapie depuis 6 ans. Fait que c'est très musculo-squelettique. Fait que les conditions, c'est des blessures physiques, généralement, que moi, je vais voir dans mon caseload, je veux dire. Fait que ce soit une entorse lombaire, que ce soit une tendinite à l'épaule, une entorse de poignet, une déchirure méniscale au genou, peu importe quelle condition physique. Tendinite? Oui. Peu importe la blessure physique, si la personne a des difficultés à réaliser
son quotidien, son travail, ben c'est quand même une bonne raison pour référer en ergo. Moi, la majeure partie de ma pratique en clinique privée, je pense que c'est quand même aussi généralisé, mais c'est de la réadaptation socio-professionnelle, là, je me répète, mais c'est très lié au travail. C'est surtout des clients que je vois d'agents payeurs, fait que, tu sais, qui ont accident de travail, soit CNSST ou accident de voiture, SAAC, ou des assureurs, par exemple, qui vont nous mandater pour le retour au travail de quelqu'un qui s'est blessé, mais pas nécessairement en accident de travail. Fait que ça, c'est quand même la majeure de ma clientèle. Fait que mes collègues physio vont les voir, puis souvent, d'emblée, il va y avoir une référence ou presque en ergo parce que mon rôle, ça va être de les accompagner à reprendre leur travail. Fait que possiblement, ils vont avoir besoin qu'on simule des choses ou ça dépend toujours du travail. Là. Si c'est quelqu'un qui fait un travail de bureau, par exemple, s'est blessé à une cheville, ben, ça se peut qu'il soit de retour au travail quand même puis il ne verra pas d'ergo. Là. Mais c'est beaucoup au jugement du physio, mais souvent, l'ergo va être impliqué d'emblée. Après, en clinique privée, les gens peuvent consulter par eux-mêmes en ergo pour certains mandats plus spécifiques comme des évaluations de poste de travail. Fait que ça, on en fait aussi à la clinique. Fait que quelqu'un peut appeler si il y a soit une condition, des blessures ou peu importe, ou même en prévention pour faire évaluer son poste de travail. Puis moi, je me présente chez eux, je recommande des choses, on fait les adaptations. Voilà. Fait que ça, c'est une autre chose qui peut être faite qui peut répondre à ta question en termes de clientèle, par exemple. Puis il y a une autre branche que j'aime beaucoup parler, mais qui est un peu moins, qui n'est pas chez PCN nécessairement, mais tu sais, l'ergothérapie en santé mentale. Fait qu'on va encore une fois ailleurs, mais oui. Ça, quelqu'un, tu sais, par lui-même, qui a des difficultés ou qui est en période de dépression, ou quelqu'un qui fait de l'anxiété, par exemple, ça l'affecte son rendement dans ses tâches, dans son quotidien, dans son engagement dans ses activités, que ce soit au travail ou que ce soit peu importe dans son quotidien, bien, pourrait consulter un ergo pour être accompagné là-dedans. Fait que nous, on n'a pas d'ergo chez PCN qui fait que de la santé mentale, par exemple. C'est sûr que c'est une branche qui est toujours abordée dans tous nos suivis ou presque, là, parce que tout le monde vit des difficultés. Mais quelqu'un qui est en dépression, par exemple, puis qui a besoin de retourner au travail ou de reprendre ses activités, bien, ça se peut qu'il voit un ergothérapeute pour l'aider là-dedans, à s'exposer progressivement puis à reprendre son travail. Fait que c'est très, très vague. Fait qu'il y a quand même des demandes privées, justement, qui pourraient être faites là, dans une clinique privée pour rencontrer un ergo, mais souvent, ça va beaucoup venir d'une prescription médicale, par exemple, suite à un accident de travail, de mon côté. Puis comme on parlait tantôt dans les milieux publics, bien, c'est pas nécessairement la personne qui va choisir de voir un ergo. Elle a fait un accident, elle est dans une équipe multi. L'ergo va être là pour l'aider à reprendre son quotidien. Fait que, tu sais, quand on dit pour quelles conditions tu pourrais consulter un ergo, ben, c'est plus difficile. Oui, mais c'est plus difficile à dire parce que c'est pas nécessairement quelqu'un qui va dire hey, je m'en vais voir un ergo. Tu sais, souvent, ça va venir d'une prescription, d'une référence, à moins que là, ça commence à être un peu plus connu puis que les gens savent qu'ils peuvent consulter un ergo, par exemple, oui, pour évaluer leur poste de travail ou pour peu importe la condition qui les limite dans la réalisation de leur tâche, c'est que ce soit une blessure qui n'est pas arrivée au travail nécessairement, qui les empêche de faire quelque chose, ou la santé mentale, là, justement. Moi, j'essaie de vulgariser ce que tu disais dans ma tête. Tu l'expliques super bien en plus. Là. J'essaie juste de trouver un exemple concret. Ça se peut, je dis beaucoup d'informations. Ce que j'en comprenais, c'est si une personne a une tâche qu'elle doit faire dans son quotidien, ouais. que ça limite cette personne-là, ouais, c'est un bon cas d'ergo. Là. Ça serait ça? J'ai en tête... Je dirais que oui. Une personne un peu plus âgée, mais pas trop, mettons là, 55, 60. Pas tant âgé. Hein? Non, c'est pas ça. Qui a de la misère à lever ses sacs d'épicerie. Ouais. Puis que, comme elle commence à se sentir un peu démunie, hey, je perds mon autonomie, ou c'est rendu, finalement, il faut que je me fasse 50 sacs d'épicerie, mais là, ça me fait faire 25 voyages. Mm-hmm. Ça me prend beaucoup d'énergie. Ça pourrait être un cas de trouver des outils et tout pour faciliter. Assurément. Assurément. Tu sais, c'est le genre de choses que moi, je fais dans ma pratique. Si j'ai là, ça va être souvent lié à une blessure, là, je vais te dire, mais
Mais j'en ai là, des personnes plus âgées qui sont encore au travail, qui se sont blessées au travail, par exemple, mais que là, la blessure est rendue à affecter tout leur quotidien. En fait, la majorité de mes clients, c'est ça. Mais là, on parlait de personnes âgées, puis j'en ai en tête que je vois que tout leur quotidien est difficile. Bien là, l'objectif, c'est premièrement de réussir à être fonctionnel dans ton quotidien. Puis on verra pour le retour au travail à partir d'un certain âge. Mais si quelqu'un voulait consulter, par exemple, pour ça, ben, je pense que ça se ferait. On dirait que c'est juste pas habitué dans ma clientèle. Comme je disais, c'est pas mal niché. Là. C'est beaucoup lié à des blessures suite à un accident quelconque. Mais je pense que n'importe qui a besoin pour réussir à accomplir son quotidien par une blessure physique, par une problématique de santé mentale ou par un déconditionnement, ben, je pense que ça pourrait être intéressant, assurément. J'ai une liste, là. J'ai une liste. Désolé. Au niveau de la santé mentale, un ergo, tu as parlé de la dépression, anxiété? Ouais. Généralisée, anxiété de... Toute problématique de santé mentale. Là, qui est limitatif, dans le fond, à ton activité quotidienne. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis, tu sais, on dirait que les ergos font pas toutes la même chose parce que je te confirme que l'ergo qui travaille à l'IUSMQ avec... c'est quoi ça? C'est, ben, je veux dire, Robert Gifford, là, OK. l'Institut de santé mentale de Québec. Il y a des ergos qui travaillent avec les gens qui sont schizophrènes. Tu sais, ça peut aller en santé mentale vraiment plus loin. Là. En clinique privée, ce qu'on va voir, ça va être des gens qui vont consulter pour une dépression, anxiété, un post-traumatique, par exemple. Mais il y a des ergos qui travaillent en santé mentale vraiment plus sévère, je veux dire ça comme ça, mais ça sera vraiment pas les mêmes approches que moi, je vais faire avec quelqu'un qui a une blessure à la cheville, là, on se comprend? Mais l'objectif, c'est que les gens soient fonctionnels. C'est qu'ils soient capables de s'investir, de s'engager, en fait, dans quelque chose qui leur tient à cœur. Puis c'est la base de l'ergo, c'est de mettre le patient au centre, de voir c'est quoi qui lui tient à cœur, c'est quoi ses objectifs, puis de l'aider à les accomplir, peu importe. Je commence à tomber en amour avec la profession Regarde, d'ergo. c'est ça qui m'est arrivé. L'autre question que j'avais, en fait, un petit segment pratico-pratique. Ouais. Bureau à la maison, télétravail. Ouais. Je suis la personne qui est assise sur... Ben, pas assise sur son bureau, mais... J'espère. Mes collègues trouveraient ça bizarre, assis direct sur le bureau à chaque matin. Effectivement. Y a-tu des trucs de base pour le positionnement d'un bureau? Il y a beaucoup de trucs de base Okay. que les gens pensent souvent connaître, mais c'est quand même surprenant quand on arrive chez les gens, finalement, de se dire... Tu sais, moi, je me dis toujours, tu sais, c'est écrit partout. Il y a quand même des documents disponibles sur Internet, là, sur l'ergonomie de base. Finalement, tu arrives chez les gens, puis c'est assez rapidement qu'on voit qu'il y a des choses qui sont vraiment pas ergonomiques. Puis les gens travaillent à leur bureau 8 heures par jour, même plus que ça. C'est fou comment des petites choses peuvent faire changement. Tu sais, les bases, c'est qu'on veut pas que ton corps travaille à être assis à travailler. Tu sais, dans le sens où il faut que tu sois au repos, disons-le comme ça, là. Faut que tes pieds touchent au sol, faut que tes bras soient en appui, faut que tous tes muscles ne soient pas en travail. Fait que, il faut que ça soit si ton clavier est trop haut puis que t'es comme ça, Que t'aies toute les la épaules journée, levées, tes là. épaules travaillent. Fait que c'est sûr que c'est fatigant puis que le coup, les épaules, après, c'est difficile. Fait que, tu sais, les trucs de base, je dirais, ce qui est connu, c'est le 90 degrés partout. Là. C'est épaules au repos, 90 degrés au coude, 90 degrés au genou, les pieds au sol, le dos en appui. L'écran à hauteur des yeux. Le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Le haut de l'écran à hauteur des yeux. Oui, ça Ok, aussi, on va les checker. écrans sont souvent très, très hauts. Ouais, Les gens je te sont sens beaucoup. gars, Puis, tu sais, c'est très minime, mais le cou, les poignets, c'est toutes des parties du corps qu'on veut pas qu'ils aillent dans des gros mouvements, puis on veut pas qu'ils maintiennent des mouvements de grande amplitude de toute une journée de temps parce que ça peut être super irritant. Fait que le tiers supérieur, le regard dans le tiers supérieur, pour moi, c'est les bases. Là. Le regard dans le tiers supérieur, le corps au repos 90 degrés, en appui partout. On veut que ta chaise épouse ton dos. On veut que tes bras soient appuyés, que tes pieds soient appuyés. Puis après ça, on ajuste ce qui est ajustable. Si on a un bureau qui n'est pas ajustable, ben c'est la chaise qu'on va monter puis on va se mettre un petit appui-pied en dessous pour que nos pieds touchent à quelque chose. Fait que, ouais, je dirais ça. Quand là, même, c'est un service rapido. que vous offrez. OK. Là, l'épisode va sortir après Noël. Là. Mais on est avant Noël. C'est le dernier épisode de 2025 que j'enregistre. Merci. Faites-vous donc un cadeau de début 2026 si vous êtes en télétravail. Assurément. Pour vrai, Parce ça que vaut vraiment la peine. Des ergos, ça se déplace à la maison. Oui, assurément. Fait que si vous êtes en télétravail,
si je me trompe pas, puis que vous avez des assurances collectives, des fois, généralement. ça... Généralement. Pas obligé de prescription pour le rentrer non, là-dedans. pas pour ça. En fait, on n'a pas besoin de prescription pour avoir un service d'ergo, à part, là, comme je disais tantôt, pour les agents payeurs, ce qui est ma majeure. Fait que c'est pour ça que je dis souvent, moi, les gens, ça vient de prescription, mais d'emblée, c'est un service un peu comme la physio, là, qui est couvert par la majorité des assurances. Fait que oui, les gens présentement que moi, je vois en évaluation de poste de travail, c'est des gens qui appellent ou qui se font parler de ça par leur physio, là, à l'interne, mais les gens peuvent appeler pour prendre une évaluation de poste de travail puis s'installer super bien pour 2026. OK, après l'épisode, je vais checker si je les... Je sais que je les ai. Je sais pas s'ils rentrent dans quelle catégorie, mais je pense qu'on va avoir un rendez-vous. Yes! Passer 10 heures par jour au bureau à m'amener pour bien que ça soit confortable. Souvent, c'est simple. Des fois, il y a des choses, on va plus loin que juste adapter. Mais on peut adapter en prévention, là, dans le sens où quelqu'un qui veut être bien installé peut faire évaluer son poste par un ergo, puis on va aller évaluer. Mais souvent, les gens, c'est qu'ils ont des petites blessures ou des douleurs qui reviennent tout le temps, puis on sait pas pourquoi. Finalement, des fois, la souris est un peu trop loin. C'est plein de petites choses que nous, en ergo, quand je dis on analyse l'activité aussi, moi, je vais observer la personne travailler pendant 15-20 minutes là, avant de faire mes recommandations pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Oui, elle est assise à l'ordinateur, mais elle écrit dessus, elle prend son téléphone. Il y a plusieurs choses dans un contexte de travail qui peuvent faire en sorte que ce soit irritant si c'est pas ergonomique, disons-le comme ça. Fait que... c'est ça. Ça peut être dans différents contextes qu'on évalue les postes de travail, mais on voit ça un peu plus large que juste le bureau. Puis les points que je vous ai nommés tantôt, oui, c'est la base. Oui, l'ergonomie, c'est on veut être au repos, le bureau, tout ça, mais c'est aussi propre à chaque personne. Fait que, en ergo, je pense que c'est ça un petit peu notre spécificité, c'est qu'on va vraiment analyser aussi la personne dans toutes ses tâches puis tout son environnement de travail, et pas juste aller adapter le bureau selon les règles d'ergonomie de base. Là. Je vais backtracker un peu sur de quoi tu as dit il y a quelques bouts parce que j'ai des questions qui n'arrêtent pas d'arriver. Tu as mentionné que rapidement, s'il y a des auditeurs qui ont été à l'affût, que PCN, vous avez le service d'ergo depuis à peu près 6 ans. Yes. Puis au tout début, tu as dit que tu as ta maîtrise depuis 6 ans. Ouais. Drôle de coïncidence ou... Ouais, exact. Quand je disais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises sur mon chemin au départ, oui, mon choix de profession, mais aussi mon choix de carrière, je dirais, ça a été plein d'événements qui ont fait en sorte que je suis où je suis aujourd'hui. Ouais, effectivement, PCN, clinique de physio à la base depuis plusieurs années, qui n'avait pas d'ergothérapeute. Puis ça commençait à être de plus en plus populaire dans les cliniques privées. Fait que des ergos, on en retrouve dans les cliniques de physio à Québec quand même. Puis moi, j'étais agente, en fait, au service à la clientèle pendant mes études chez PCN. Je voulais être dans un milieu de santé, disons, étant donné que j'étudiais en ergo. Fait que j'étais agente depuis peut-être... j'ai fait 2-3 ans comme agente, je dirais. 3 ans. Puis pendant les années que j'étais agente, PCN s'est mis à chercher des ergothérapeutes pour ses cliniques. Combler la demande. Là. Exact, parce que c'était un service c'était un besoin qu'il y avait dans les cliniques de physio. Puis, de fil en aiguille, l'offre d'emploi a été affichée, tout ça. Fait que moi, j'avais démontré mon intérêt à ce moment-là, un peu entrepreneurial, de dire, hey, je suis déjà ici, tu sais, si vous engagez un ergo, moi, quand je vais finir, ça serait cool, je pourrais m'investir dans ce projet-là, puis développer ça, tu sais. Puis là, c'était un beau projet. Puis finalement, il n'y a pas vraiment eu d'autres ergos. Fait que quand j'ai fini l'université, ils m'ont offert un contrat. Okay. Fait que je venais de finir mon stage en pédiatrie. J'étais complètement ailleurs. Puis fun fact, à l'université, on nous parle pas vraiment de la pratique privée. C'est pour ça que c'est aussi un peu méconnu des gens. Moi, j'avais même pas fait de stage en clinique privée non plus. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas tant abordé à l'université. On parle beaucoup du réseau public ou des types de clientèle publique, là, disons. Fait que c'est pas tant connu, l'ergo, en pratique privée, mais là, ça a commencé à se développer. Fait que c'est ça. Finalement, quand j'ai fini l'université, PCN m'a offert le contrat puis de développer le service d'ergothérapie que j'ai pris. J'ai décidé de sauter à pieds joints dans ce joli défi. Ça a été rocambolesque parce que moi, j'ai commencé à pratiquer en janvier 2020. Tu te rappelles, 2020, c'était une super belle année. Fait que j'ai travaillé 3 mois, tout a fermé. Je sortais de l'université, mais c'est ça. On a travaillé fort, j'ai été super bien entourée, j'ai eu du mentorat à l'externe un petit peu.
On s'est basé sur des choses qui se faisaient ailleurs. Bref, on a parti de rien. On a développé le service d'ergo. Puis, d'année en année, on a engagé des ergos. Là. En janvier, on va être maintenant 8 ergothérapeutes dans les cliniques PCN. Fait que c'est quand même un service qui est encore en développement toujours. Là, mais ouais, c'est mon aventure. Fait que, comme je disais, j'ai choisi l'ergo parce que j'ai vu ça, tout ça. Puis là, tu sais, mon choix de pratique, finalement, ça a été comme une belle offre puis un beau défi que je me suis lancé étant déjà dans le milieu. Puis, je suis encore là aujourd'hui. Des fois, j'aime ça aller un peu plus sur le côté plus personnel de la situation. Mm-hmm. T'as fini le bac. Ouais. T'as eu le contrat. Maîtrise. Désolé. Pas grave. Ta maîtrise. T'as eu ton certificat de l'ordre. Ouais. T'as eu le contrat chez PCN pour développer la partie ergo. Mm-hmm. Quand t'as fini l'université, oui, t'avais quand même travaillé comme agente dans le milieu, mais pas encore comme ergo certifié. Pas tout. T'avais-tu le syndrome de l'imposteur? Assurément. Assurément, puis possiblement encore plus parce que là, j'étais dans un milieu que je connaissais pas tant, puis j'étais seule, qui est quand même un gros défi quand on sort de l'école, mais je pense que si je pouvais dire à n'importe quel ergothérapeute ou n'importe quel professionnel de la santé, en fait, qui finit ses études, ben tout le monde va l'avoir, le syndrome de l'imposteur. Tout le monde, les premières années, puis on se le fait dire à l'université, puis faut écouter, tu sais, c'est vrai, faut être indulgent avec nous-mêmes. Les premières années sont pas faciles. On a l'impression de ne pas savoir qu'on fait. On développe notre pratique. Tu sais, tout le monde fait bien les choses, mais je pense qu'il faut savoir que les premières années, c'est pas les plus faciles. Puis on apprend, puis on devient meilleur, puis on apprend tout au long de notre carrière, mais on a toujours l'impression d'être imposteur au départ quand on travaille aussi avec des gens qui ont de l'expérience, puis qu'on les voit aller. Je pense que c'est normal. Puis j'en parlais récemment avec une ergo qui vient de débuter. Puis c'est ça qu'elle disait. Elle dit, tu sais, ils nous le disent à l'université, mais c'est tellement vrai. Tu sais, on dirait qu'on est tout le temps en requestionnement. On est tout le temps, je sais, j'ai la bonne affaire. Tu sais, on travaille avec des gens, on travaille avec des clients, on veut bien faire. Mais je pense que tout le monde fait bien dans le sens où on a appris, on sait ce qu'on fait, mais c'est tout à fait normal d'avoir l'impression de ne pas savoir ce qu'on fait dans les premières années, puis ça va juste s'améliorer. Là. Puis c'est après toutes les années que tu te rends compte que tout le parcours que tu as parcouru, ça fait vraiment pas beaucoup de phrases. Là. Un bon pléonasme. Mais tout le parcours que tu as fait, puis que tu pars, tu sais, je t'en admine, puis je l'ai eu, là. Mm-hmm. Ben oui, exact. Yes. Puis tu sais, je pense vraiment que maintenant, mais peut-être, moi, ça m'a même pris plus de temps, dans le sens où, comme je disais tantôt, j'ai comme débuté ma pratique tout en développant un service, en étant toute seule comme ergo dans des cliniques avec des physios. Fait que, tu sais, j'ai pas eu nécessairement le feedback d'un ergo plus vieux qui pouvait me guider. Fait que j'ai trouvé ça quand même difficile au départ. Puis ça m'a pris un peu plus de temps à me sentir à l'aise. Puis tu sais, ça m'arrive encore aujourd'hui après 6 ans de dire à mes collègues, genre... Aucune espèce d'idée ce que on dirait, je sais pas si c'est correct, je sais pas ce que je fais, mais tu sais, n'importe qui dirait que tout au long d'une carrière, on vit ça, puis on apprend, puis il y a des nouveaux dossiers qui nous challenge, puis on est bon pareil, là, tu sais, mais je pense que c'est beau de se remettre en arrière. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand les journées que je me dis des fois, hey, là, ça avance moins, ce dossier-là, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, tu sais. Là, je me ramène, puis je me dis, ben non, je suis quand même vraiment meilleure que j'étais journée 1, là. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je sais plus, puis que ça va mieux. Tu sais, je pense que c'est beau de regarder le parcours qu'on fait, effectivement. Puis, s'il y a une année que tu fais aucune erreur, là, dans n'importe quel job, là, ben, t'es confortable. Ouais, on va dire ça de même. Non, exact. On fait toutes des erreurs une fois qu'un autre. Ben, c'est ça. Tu sais, quand moi, j'ai la chance d'avoir sous gestion 2-3 employés. 2-3 développeurs avec... j'en ai eu plus que ça aussi, là. Mais comme, tu sais, ils font des erreurs. Puis là, ils sont comme, mais là, ça va impacter mon évaluation annuelle? Non. Si tu le refais pas 5 fois dans l'année, là. Exact. Mais c'est comme, tu sais, c'est la première fois qu'on voit ce dossier-là. C'est normal qu'il y ait une erreur. Là. On est tous humains. Exact. Qu'est-ce qu'on peut... Comment on aurait pu le prévoir? Ben, de même. Ben, OK, la prochaine fois, on l'oubliera pas. Là. Qu'est-ce que je te dis? T'sais, en tant que professionnel de la santé, tu t'en fais pas d'erreurs qui vont être néfastes pour la personne, là, dans le sens où, tu sais,
on le sait ce qu'on fait quand même, mais ça se peut que des fois, on prenne des chemins différents, puis qu'on se reprenne, puis que ce soit une erreur pour nous, mais dans le sens où... Excusez-moi. Ce que je disais, c'est que c'est ça, tu sais, si je peux dire aux nouveaux professionnels, c'est que on va toujours tout faire pour que le client, tu sais, il soit bien pris en charge, il se développe bien, puis qu'il ne soit pas en danger, là, dans le sens où il n'y a personne qui va mettre quelqu'un en danger. C'est souvent juste des petites choses qu'on fait différemment au départ, puis qu'on apprend, puis qu'on réapprend. Puis oui, on pourrait parler d'erreur, mais c'est ça, c'est jamais rien de... C'est rien de grave, là. Tu sais, tout le monde en fait des erreurs, puis tout le monde... Puis j'aime pas le mot erreur, là, on dirait que je cherche... Ben, c'est ça. Bref, je vais utiliser erreur, mais tout le monde apprend puis progresse à travers ça. Fait que, voilà. T'as-tu appris quand même beaucoup des physios à les côtoyer? Oui, énormément. J'avais pas le choix parce que je reviens au fait que j'étais toute seule comme ergo. Puis honnêtement, je reviens aussi au fait qu'à l'université, on parle pas beaucoup de la pratique privée. Donc, la biomécanique, le corps humain, ben, je veux dire, on a un cours d'anatomie avec les physios en première année, puis après ça, on reparle, mais de l'anatomie, mais on parle pas tant de musculo-squelettique parce que c'est les physios qui font de la musculo-squelettique. Puis on parle de toute autre chose. On va parler de plus neuro, on va parler d'enfance, on va parler de personnes âgées, on va parler de tout plein de choses, avec du fonctionnement et tout. Mais moi, les pathologies, là, je connaissais pas tant ça que ça, une tendinite puis une entorse lombaire. C'est pas des choses qu'on aborde tant que ça. Là. Fait que moi, mes physios, ils ont été des mentors sur ça énormément. J'étais déjà dans le milieu depuis 3 ans, fait que j'avais forgé un peu de connaissances, mais j'étais agente au service à la clientèle dans le sens où je traitais pas des patients, des clients. Mais oui, mes collègues physio, encore aujourd'hui, c'est mes référents. C'est avec eux que je travaille en clinique. Fait qu'on apprend un de l'autre énormément. Mais au départ... mes collègues physio sur tout le côté biomécanique, exercice, fonctionnement du corps m'ont vraiment beaucoup soutenu. Puis, c'est ça, m'ont mentoré à leur sens. Là, je pense pas parce qu'on est 2 professions différentes qu'on peut rien s'apporter. Puis encore aujourd'hui, les nouveaux ergos qui vont rentrer en janvier, qu'on va accueillir, qu'on va mentorer, ils vont aller observer les physios, ils vont aller parler avec des physios parce que c'est important de comprendre, eux, c'est quoi leur rôle, nous, c'est quoi notre rôle, puis comment on peut travailler ensemble. Maintenant, tu vas pouvoir leur donner le podcast puis dire. Oui, c'est ça! Yes! Là, je sais pas si tu as le droit d'en parler, mais y a-tu des projets de plus d'ergo chez PCN ou. Ben, on est toujours en développement. En fait, il n'y a rien de concret, je dirais. Là. On se rencontre beaucoup les ergos ensemble. On a une cellule qui travaille à développer le service d'ergo. On était beaucoup en recrutement. Fait que là, il y a des nouveaux ergos qui vont rentrer en janvier. Fait qu'on va être une plus grande équipe d'ergo. Puis dans les projets, c'est de pousser un peu la pratique privée, je dirais, là, tu sais, comme on parlait, plus tôt, tu sais, moi, en majorité, c'est des agents payeurs, CSST, tout ça, évaluation de poste de travail, mais on veut pousser les gens à venir justement un peu plus par eux-mêmes, fait que pour différentes problématiques ou développer avec des assureurs pour avoir... des mandats différents, mais il n'y a rien de spécifique. Tu sais, si on pense large puis on imagine des choses, tu sais, ben, je pense que l'ergothérapie pourrait être appliquée en sport, pourrait être appliquée. Tu sais, ça pourrait être plus grand. Je pense que c'est vers là que PCN et les ergos veulent pousser un petit peu la pratique, mais c'est des projets... c'est ça. C'est rien de concret. Là. C'est vraiment toujours en développement, puis on veut juste pousser ça un peu plus loin. Si un auditeur ou une auditrice qui se demande ça ressemble à quoi une consultation, là, tu as parlé de tous les outils que tu avais, toutes les choses de pourquoi on peut y aller, mais comme moi, je dis, là, il y a le positionnement de bureau, tu en as parlé vite, là, tu vas venir observer à 15-20 minutes, voir comment ils travaillent. Mais mettons que j'ai une séance chez un ergo, chez un ou une ergo, ça va ressembler à quoi quand je vais avoir rentré dans le bureau? C'est encore une fois très différent d'une place à l'autre. Fait que je vais revenir au fait que je vais parler de ma pratique à moi en réadaptation socio-professionnelle. Ce que j'ai pas dit tantôt, je pense, en parlant de la définition d'ergo, tu sais, quand je disais l'ergo veut aider à améliorer la qualité de vie puis aider les gens à reprendre leurs activités significatives, mais on va aussi, l'ergo va prendre en compte les dimensions physiques, cognitives, émotionnelles pour aider la personne à se réinvestir dans ses activités. Fait que, tu sais, c'est très...
basé sur la personne puis tous les facteurs qui peuvent influencer, en fait, une réadaptation ou influencer le quotidien. Fait que dans une rencontre d'ergo, il faut s'attendre à ce qu'on va jaser de un peu tout, dans le sens où la première rencontre là, en ergo présentement, chez PCN, après une blessure au travail, par exemple. T'es référent en ergo, on se rencontre, on a 1 heure ensemble, on va commencer par s'asseoir puis apprendre un peu à qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire, c'est quoi les objectifs de la personne. T'sais, on va centrer la rencontre sur la personne. Possiblement que l'objectif va être le retour au travail. Fait qu'on va aller voir quand même tous les impacts que la blessure peut avoir dans le quotidien. Fait que ça va être vraiment une entrevue là, subjective au départ, d'aller documenter comment ça se passe dans le quotidien, comment ça se passe Je vais juste t'arrêter 2 secondes parce que je sais que tu peux aller loin. Ouais. Mais c'est-tu comme une liste de tâches? Faire la vaisselle, aller à son travail en auto, marcher, monter les marches, laver le bain, laver les cordes de fenêtre. C'est comme toutes ces listes-là. Puis est-ce que ça te fait mal pendant que tu fais cet exercice-là? Est-ce que tu es capable de le faire ou pas, surtout? Es-tu autonome? Tu as besoin d'aide? Comment tu le fais? Des fois, je vais y aller de chaque tâche. Des fois, dans la discussion, les gens vont dire j'ai mal là, j'ai de la misère à faire ça, ça. Ça vient dans la discussion. Puis ça, ben on le voit, là, je parle. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça. Puis je prends énormément de temps au départ. Puis c'est ça, je pense, ma couleur à moi, c'est que j'aime ça prendre le temps que les gens me racontent leur histoire. D'aller, tu sais, l'alliance thérapeutique, c'est la clé pour. Comment t'as dit ça? L'alliance thérapeutique. L'alliance. Fait que. C'est vraiment de développer le lien avec le client. Fait que moi, au début, ben c'est ça. J'écoute beaucoup, puis on parle de l'histoire puis de qu'est-ce que ça a comme impact. Mais oui, on va aller documenter toutes les tâches du quotidien, les loisirs, le travail. C'est quoi les impacts que la blessure a là-dessus. Puis on va parler, bien sûr, du physique. C'est quoi que tu ressens? C'est quoi les douleurs? T'sais, on va... Mais dans l'ordre différent, possiblement, de la physio, moi, je vais commencer par aborder le fonctionnel puis c'est quoi les impacts dans ton quotidien. Puis on va plus vers la fin, parler des composantes physiques. Fait que c'est quoi tes blessures, qu'est-ce que tu ressens. Après ça, c'est quoi si cognitif il y a, par exemple, en commotion. Ou puis on va aussi aller vraiment dans le côté affectif, émotionnel. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un bon lien avec l'employeur? Tu sais, on va aller beaucoup creuser en ergo cet aspect-là. Puis je dirais que ça, c'est une autre de nos couleurs un petit peu différente des autres professionnels, c'est qu'en allant chercher la personne dans son tout, on va vraiment aller cibler tous les facteurs possibles de nuire à une réadaptation. Même si je suis en réadaptation physique puis que mon but, c'est que ton dos y aille mieux, ben on va faire le tour de c'est quoi qui pourrait nous nuire dans la réadaptation. Puis après ça, il y a des moyens d'intervention sur toutes ces affaires-là. Puis là, j'ai remarqué que quand tu l'as redit, moi, j'avais fait des listes genre ménagères. Ouais. Mais après ça, tu as dit occupation puis loisir. Ouais. Si tu aimes faire de la danse country puis ta blessure t'empêche de faire de la danse country, mais ça va affecter ton bonheur général. Exactement. Moi, je me disais, si j'ai vraiment mal au dos, que je suis plus capable de courir ou faire du vélo, ça va être triste. Là. Ben, assurément. Fait que je vais questionner ça. Là. C'est pas juste t'es capable de faire la vaisselle pour sa balayeuse. Non, on passe vraiment toutes les occupations. Tu sais, comme je dis, c'est sûr que moi, mon approche est centrée sur le travail. Fait qu'on va passer une bonne partie à décris-moi tes tâches, explique-moi qu'est-ce que tu fais au travail, c'est quoi ton horaire, c'est quoi. Mais on va aborder tout ce que tu fais dans ton quotidien parce que ta blessure t'impacte à tous les niveaux. Puis, tu sais, on veut aussi que tu sois capable de réaliser tes tâches du quotidien. Là. Tu sais, l'objectif, c'est de suivre c'est quoi qui drive le patient, en fait. Fait que c'est sûr que, oui, dans un contexte de retour au travail, on va parler beaucoup de travail, mais si toi, ce qui te drive, c'est la course, ben c'est ça qui va t'aider à te motiver à aller mieux aussi. Le fait qu'on va aborder vraiment tout le contexte. Puis ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans un éval ergo, on va aussi faire des tests physiques, dans le sens où on va essayer de soulever des charges, on va mesurer la force, on va faire des mouvements pour voir on en est où au jour 1. Fait que ça, c'est un peu le côté plus objectif de l'évaluation, mais beaucoup de blabla pour savoir comment ça va dans ton fonctionnement. Puis après ça, on va objectiver le fonctionnement dans des simulations de tâches. Puis après ça, on va se faire un plan de match ensemble. S'il y a quelque chose à se rappeler de cet épisode-là, ouais. Les ergos font pas juste des bureaux. Non! Puis les ergos posent pas juste des bords de bain. Ah, OK, ils font ça aussi. On n'en a même pas parlé. On n'en a pas parlé. Mais souvent, c'était ça avant. Là, c'est un peu moins ça, mais tu sais, c'est une blague que je fais tout le temps parce que les gens, ils pensent que les ergos, ils vont poser des bords de bain parce que dans les CLSC, les ergos vont à domicile.
avec les personnes âgées, ben leur rôle, c'est de maintenir les personnes âgées à domicile, c'est qu'ils soient autonomes, fait qu'on va adapter, comme on parlait pour les différentes autres conditions plus tôt. Fait que c'est les ergos qui vont adapter les domiciles, mettre des barres d'appui, des rampes pour que les gens soient capables de rester à la maison. Mais c'est pas juste ça qu'on fait. C'est fou raide. Tu sais, j'en ai passé des professionnels de la santé, là. Ouais. Des nutritionnistes. J'ai pas de psychologue, mais j'ai eu des personnes en méditation, hypnose. Ouais. J'ai eu un physio, j'ai eu un chiro, des kinés. Mais maudit ergo, je trouve que vous êtes... Là, c'est la première fois, là, je l'ai dit au début. J'ai aucune espèce d'idée c'était quoi. C'est tellement vaste comme domaine. Je pense pour ça que c'est pas tant connu. Puis c'est pour ça qu'à l'université, ils nous disent que c'est dur à expliquer parce que je pourrais en parler pendant des heures. T'sais, c'est pour ça que je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment le spécialiste de l'occupation puis que son rôle, c'est d'aider les gens à être fonctionnels et à s'investir dans leurs activités tout en prenant en compte les différentes dimensions. Puis de l'activité physique, c'est dans tout. Là. Ben, pas de l'activité physique, mais de l'occupation, une activité. Ouais, puis... C'est ton quotidien. Là, ça veut dire couper une tomate, comme on a parlé tantôt, c'est une activité. Laver la vaisselle, ça, c'est des choses un peu plus plates. Oui, mais c'est des choses qui peuvent être limitantes. On peut être limité par une blessure à le faire. Fait que oui, c'est ça. Puis chez un enfant, une occupation, c'est jouer. C'est très vaste, effectivement. Puis je pense, comme je dis, c'est pour ça que l'ergo fait tellement de choses. Je pense que je l'ai pas dit au départ, mais c'est aussi ça qui fait que je savais que j'allais aimer ça, l'ergo, parce que c'est sûr que tu trouves ta place à quelque part. T'agis... Ben en fait, ton approche est différente dans peu importe les milieux, mais l'objectif est tout le temps le même. Puis ça mène aussi à être très créatif. Moi, dans mon travail, je veux dire, je suis tout le temps en train de réfléchir à comment on pourrait stimuler telle chose. C'est beaucoup de créativité, mais je le savais que dans n'importe quel milieu, j'allais trouver quelque chose qui allait me driver en tant qu'ergo parce que c'est tellement vague que tu peux pas... En fait, je pense que c'est sûr que tu trouves ta voie à quelque part. Là, fait que c'est ça qui est beau. C'est à quel moment que tu as su que tu étais à la bonne place? Ben, j'ai envie de dire, on le sait-tu réellement? Tu sais, je le sais que je suis à la bonne place dans le sens où j'adore ma profession, tout ça, mais je pense pas que j'ai un moment que je me suis dit, hey, je le sais. Je pense que c'est au fil de la... Je sais pas comment dire. Je laisse plus les affaires aller, moi, dans la vie, fait que je suis comme... J'aime ma job, je suis passionnée, je continue de me former, je continue de développer des trucs, mais j'aurais pas quelque chose qui m'a dit « Hey, j'étais à la bonne place ». Je pense que tant et aussi longtemps que j'aide les gens, que je suis en contact avec l'humain, je suis bien, puis ça fait mon bonheur, tu sais. Y a-tu un moment que t'as comme fait... Attends, non, c'est la même question, là. Mais... Que j'étais pas à la bonne place, c'est ça que t'allais dire? Ben, non, mais... Tu sais, peut-être pas dans la première année, mais est-ce qu'il y a... Là, ça fait quand même 6 ans, là. Ouais. Tu sais, je pense que j'ai pas besoin de te poser la question, est-ce que t'aimes ta job, là? Ouais, non, c'est ça. Vous saurez que t'as tout le monde. Mais y a-tu un moment que t'as comme fait, t'as réalisé, hey, je l'aime vraiment, cette job-là? Sans se dire, genre, hey, je suis vraiment à la bonne place, mais comme, j'aime vraiment ça, là, ce que je fais, là. Ben... Ou t'as toujours le sourire en partant travailler le matin, puis... Ben, je veux dire, oui, je suis contente, tu sais, c'est dur à dire. Y a-tu un moment que je me suis dit ça? Ben, tu sais, comme on disait tantôt, Ben moi, j'ai un exemple. Souvent, mes amis, je dis à mes amis, je t'en rencontre toute la journée, puis ils sont comme, hey, je sais pas comment tu fais. Eux autres, ils ont genre 3 rencontres par jour, puis c'est la fin du monde. Ouais. Mais, tu sais, moi, quand il y a des situations d'urgence, je peux être en rencontre Teams de 7h30 le matin. Là. Mon record, c'est 7h30 à 5h. Quand rencontre back-à-back. Mon record, je l'avais déjà dit, je pense que c'est 23 rencontres à une journée différentes qu'il faut que je sois là puis que je parle. Entre 8h et 5h le soir. Quand même, hein? Fait que, tu sais, il y a des fois, quand j'ai des amis qui me disent « Ah, mon Dieu, tu fais genre c'est tellement des rencontres. » Je suis comme « Ouais, mais je préfère faire ça qu'être seul dans mon coin à faire des fichiers Excel. » Puis je suis bon à faire des fichiers Excel. Ouais. Mais avoir à parler, gérer des problèmes, trouver être créatif sur la résolution de problèmes qui peut être autant technique que humaine. Mm-hmm. Des fois, c'est plus des questions un peu plus politiques. Des fois, c'est comme « OK, non, mais on a un problème XY, on fait un problème de maths. » Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je dirais, j'aime vraiment mon travail, puis
pendant mes études, pendant mes stages, là, j'ai réalisé que j'allais être à bonne place, mettons, OK. assez tôt. Comme je disais tantôt, parce que je savais que les bases de l'ergo me parlaient énormément. Puis peu importe j'allais être dans quel milieu, je pense que je me serais plus. Puis OK. j'aurais trouvé ma voie à travers. Il y a possiblement des milieux que je me verrais moins aujourd'hui, là, mais je pense que ça part plus de l'université, mettons, que j'étais comme, OK, l'ergo, ça me parle vraiment. Je pense vraiment qu'on est capable de... C'est sûr que je vais trouver ma place parce qu'il y a tellement de possibilités. Dans mon travail, qu'est-ce qui me ferait réaliser que j'étais à bonne place? Je pense que c'est un peu comme toi, dans le sens où je vois du patient en tabarnouche dans une journée. Il y a plein de monde qui ferait pas ça. Puis, moi, oui, c'est énergivore, mais en même temps, de voir du monde, d'aider les gens, c'est ce qui me drive. Fait que, ça pourrait me faire réaliser que je suis à la bonne place. Puis aussi, je pense, le feedback, la collaboration avec les collègues, l'ergo, ça n'existait pas chez PCN avant. Fait que là, que mes collègues réalisent que c'est nécessaire, puis que c'est utile, puis que je les aide dans certains trucs, comme eux vont m'aider. Mais je pense que ça me fait réaliser que mon travail est utile, puis que je suis à la bonne place, puis que c'était nécessaire d'avoir ce service-là, mettons, là. Mais c'est ça. J'ai pas de moment... Je trouve ça dur, vraiment, comme question, mais je dirais ça. J'ai une dernière question là, de Ben contenu oui. avant qu'on clôt le tout. Tu as mentionné que tu travailles beaucoup avec les clients, pas les clients payeurs, là, mais Agent payeur. agents payeurs. Problème au travail, accident de la route. Ouais. Est-ce que tu trouves que tes journées se ressemblent ou il y a quand même une variété dans tes journées? Ma pratique est quand même similaire de jour en jour. Là. Je dirais qu'il n'y a rien d'extravagant. Là. Mes horaires se ressemblent. C'est des clientèles qu'on a un peu toujours les mêmes objectifs, mais la variété, c'est le client. Dans le sens où j'agis avec des gens... J'interviens, je pratique avec des gens de différents âges. Présentement, dans mon horaire, j'ai des jeunes travailleurs qui ont 22 ans, mais j'ai des personnes âgées travailleurs qui ont 75 ans. Fait que ça, c'est varié quand même dans une journée. Les gens n'ont pas tous le même background, les gens n'ont pas tous la même douleur, les gens n'ont pas... Fait que c'est quand même toujours de la nouveauté. Mais c'est sûr que moi, mes clients, je les vois 2 à 3 fois semaine. Là. Fait que c'est vraiment une pratique en réadaptation que je développe des liens, puis que ça revient. Les semaines se ressemblent parce que je vois mes clients quand même pendant un certain temps, plusieurs fois par semaine. Fait que... Puis, en moyenne, les suivis, là, tu dis que tu les vois 2-3 fois semaine. Ouais. Mais c'est-tu comme une semaine intensive ou ça peut... C'est sûr que ça peut être varié. Là, c'est très varié. OK. Je peux voir les gens quand même assez longtemps, là, quelques mois même. Ça va dépendre vraiment de leur évolution. Là, à un moment donné, on évolue vers un retour au travail. Puis si on n'atteint pas ça ou on a un plateau, par exemple, là, on a accès à d'autres ressources, que je vais guider le patient ailleurs parce qu'à un moment donné aussi, c'est le bon professionnel au bon moment. Là, fait que c'est ça. Fait que c'est très, très, très varié en termes de durée. Il y en a que je vais voir vraiment sont déjà presque de retour au travail parce que je les vois un petit peu plus tard dans le processus, mais on va revoir plus les techniques. Puis là, on va être plus un peu dans le côté prévention, par exemple. Mais il y en a que je prends vraiment dès le départ en grosse douleur, puis que là, on va cheminer du début à la fin pour la reprise du travail ou des activités. Là. Quand on est en grosse douleur, il y en a qu'à la base, ils font plus rien à la maison non plus. Fait qu'on va partir de là avant de penser au retour au travail. Là. Wow. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Une question que je pose à toutes mes invités. Oui. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Être en santé? Ouh! C'est plein de choses. Je pense que être en santé, c'est avoir des bonnes habitudes de vie. C'est dur. On dirait qu'il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Je pense qu'on voit la santé... Il faut voir la santé quand même large, dans le sens où c'est, oui, avoir des bonnes habitudes de vie, c'est être actif, c'est aussi d'être heureux puis d'être bien, dans le sens où d'avoir, dans mon côté un peu plus ergo, je dirais d'avoir un bon équilibre de vie. Je pense que d'être en santé, pour moi, c'est ça. L'équilibre de vie, l'équilibre occupationnel qu'on parle en ergo, c'est ça. C'est d'être bien dans toutes les sphères de ta vie, prendre soin de ta santé physique, santé mentale. Voilà, je pense qu'en santé,
ça peut être très, très, très large. Faire du sport, bien manger, mais aller à Saint-Tite quand ça me tente. Exactement. Un bel équilibre occupationnel, ça. Exact. J'adore ça. S'il y a des auditeurs auditrices qui veulent te trouver, Oui. j'imagine PCN. Ah là, on l'a pas dit, là. Mais t'es à quelle clinique PCN? Ouais, moi, je travaille au PCN Le Bourgneuf. Puis on a des ergos dans quelques de nos cliniques, là, je dirais, parce que là, on va être 8 ergos. Fait que je dirais qu'on dessert 7 cliniques à peu près à Québec. Mais le site Internet Ergothérapie, on nous retrouve à cet endroit-là. Puis il y a aussi un bel article que j'ai une collègue qui a écrit, là, un blog sur le site Internet de PCN qui explique très bien l'ergothérapie de façon peut-être plus concise que ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis sinon, sur Instagram, PCN Physio est assez... Oui, exactement. Très, très présent sur les réseaux. Très présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Good, mais Andréane, un gros merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi de l'invitation. C'était super cool. À la prochaine. Bye! Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!